En plein essor économique, l'Afrique attire d'investisseurs prêts à s'implanter sur le continent de divers pays pour d'une façon ou d'une autre booster son développement. Comme le dit l'adage, on ne peut faire le bonheur d'un peuple à sa place. Ils sont nombreux ces Ivoiriens de la diaspora qui ont décidé de retourner au bercail pour apporter les pierres à la bâtisse pour l'émergence du continent africain. Au nombre de ces Ivoiriens de la diaspora qui sont résolus de revenir sur la terre de leurs ancêtres, notre invité d'aujourd'hui, Ivoirien et consultant de son État, qui après 18 ans passés en Europe, où il a occupé de nombreux postes après ses études dans des prestigieuses universités anglaises, a décidé depuis peu de son retour en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlerons de la problématique du retour des cerveaux pour le développement du continent africain. Amis téléspectateurs fidèles d'Ivoire TV, bonjour. Je suis Miss Foncé. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Bonjour Maître Nyaleko et merci de nous recevoir chez vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Pour tous les téléspectateurs qui nous suivent, qui est Maître Paul Ephraim Nyaleko? Je dirais que Paul Ephraim Nyaleko, c'est un jeune Ivoirien qui a fait ses études d'abord en Côte d'Ivoire. J'ai un peu parcouru la Côte d'Ivoire. Je fais Gagnoa d'abord l'école primaire. J'ai terminé une partie de mon école primaire à Sassandra, lycée mondial de Divo, où après l'obtention de mon BPC, je suis allé à Odiné. Et je suis revenu à Abidjan, une année à Gagnoa, après l'obtention de mon bac à l'université d'Abidjan, Cocody, où j'ai pu avoir une maîtrise en droit des affaires. Je crois que déjà trop tôt, vous étiez déjà touriste. Oui, c'était une politique mise en place par le président Fouboigny d'essayer de décentraliser, de faire en sorte que les élèves venant du Sud puissent connaître le Nord. Et moi, j'ai bénéficié de cela. C'est ça la diversité qu'on a en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'était encouragé parce que j'ai pu, par ce biais-là, connaître, avoir beaucoup d'amis que j'ai eu dans mon parcours à rencontrer au Nord de la Côte d'Ivoire, au Guinée possiblement. Donc, vous arrivez à l'université de Cocody? Oui. Et comment est-ce que ça se passe au sein de l'université? Bon, on arrive à l'université en Cocody. J'ai fait le bac en 93, on est rentré en 94. Il n'y avait pas d'amphi, on s'est promené un peu dans tout Abidjan. On faisait des cours un peu partout. Et c'était difficile parce qu'on rentre à l'université sans bourse. Il fallait avoir les naïas à partir de la deuxième année. Donc il fallait avoir le secours des parents pour pouvoir avoir des moyens pour pouvoir s'insérer même dans le circuit. Ce n'était pas facile. Ouais. Voilà. Après l'université de Cocody, qu'est-ce qui se passe pour Maître Ephraim? Bon, après l'université de Cocody, j'avais pour ambition personnelle de devenir notaire. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. C'est un peu déçu. C'est ce après quoi je suis allé en France pour continuer mes études. Et après, j'ai atterri en Angleterre. C'est quand même un grand tour en Côte d'Ivoire. Vous faites un détour par la France, finalement vous atterrissez en Angleterre. Oui, souvent c'est ça. On pense pouvoir tout contrôler dans la vie, mais vous savez, le destin, Dieu nous amène souvent là où on doit être. Et je pense que je ne regrette pas d'avoir fait ce parcours parce que ça m'a permis d'être ce que je suis. Parce que voyager, ça vous permet de découvrir de nouveaux horizons, de faire de moi l'homme que je suis en fait. Donc, embrasser des nouvelles cultures également, ça a été un atout. Voilà. Arrivé en Angleterre, vous intégrez quand même de prestigieuses universités là-bas. Comment se fait l'intégration? Oui, c'était difficile. D'abord, vous arrivez sans moyens, ivoirien, c'était pas facile. Parce que les universités coûtent très cher en Angleterre. J'ai d'abord commencé au collège Harrow College, c'était dans le nord de l'Angleterre, vers Wembley. Et d'abord, j'ai commencé déjà à travailler. Je suivais des cours au collège d'anglais et je travaillais pour pouvoir subvenir aux besoins au quotidien. Et donc, c'est le travail et puis avoir des ambitions que j'ai eues parce que je voulais continuer mes études. Comme vous le dites, vous êtes parti sans bourse, c'est-à-dire que c'est à fonds propres que le voyage a été financé et tout ça. Oui, effectivement, aucune bourse de l'État de Côte d'Ivoire. Ça devait être difficile à l'époque. C'est difficile, surtout que quand on n'a pas des parents qui ont assez de grands moyens, déjà même vous acheter le billet d'avion, c'était pas facile. C'est dans le temps, le billet d'avion, tu pouvais avoir 700 000 francs. Et 700 000 francs dans le temps, c'était énormément d'argent. Beaucoup d'argent, le billet d'avion, et quand vous arrivez... Bon, la chance que je peux dire que j'ai eue, c'est que il y avait ma soeur qui était déjà en Angleterre, et qui était un atout pour moi. Et donc, quand j'arrivais à Londres, j'avais déjà plus ou moins cette assise-là qui m'a permis de m'insérer dans le circuit, en fait. Parce que c'est un peu ça, quand vous arrivez, vous atterrissez où? C'est ça le problème. Et donc, je peux dire que j'ai eu la chance d'atterrir en famille, parce que ma frangine y était, et donc mon insertion s'est fait un peu plus rapidement par rapport à d'autres personnes.
Combien d'années avez-vous passé en Angleterre? Je dirais entre 17 et 18 ans. Voilà. 17 ans après, on vous retrouve ici en Côte d'Ivoire, surtout quand on sait que la situation après s'est décantée, une situation sociale aisée. Qu'est-ce qui motive ce choix de retour dans votre pays natal? Le retour, ce choix-là a été déjà prévu parce que je n'étais pas allé en Angleterre pour y rester. J'étais plus ou moins allé pour continuer mes études et puis revenir. C'était ça l'objectif en fait. Mais la situation sociopolitique n'a pas permis mon retour rapide parce que on a connu la crise de 99, 2000 et tout ce que vous savez, jusqu'en 2011. Et donc j'ai décidé donc de retourner particulièrement en 2015-2016 en Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas oublier que je venais très souvent en vacances pour m'imprégner plus ou moins de la situation ivoirienne, de mon pays. Et donc j'aime la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Et donc le retour, c'est vrai, il n'a pas été facile, mais il fallait revenir. Okay. Tout abandonner, revenir, est-ce qu'à un certain moment donné, les proches n'essaient pas de vous décourager? Comment est-ce qu'ils perçoivent un peu ce retour-là? C'est difficile pour les proches, surtout que j'ai fini mes études universitaires en 2005 en Angleterre. J'ai travaillé, j'ai fait le LPC Legal Practice Course pour être avocat en Angleterre. J'ai eu mon premier stage en 2007. J'ai commencé à être intégré à partir de 2008. J'avais plus ou moins une vie assez simple et modeste là-bas et je me sentais bien. Donc envisager le retour était un peu difficile, mais quand même, comme je l'ai dit tantôt, je n'étais pas allé en Europe pour rester en fait, j'étais allé pour faire mes études et puis revenir. Quand vous dites je n'étais pas allé en Europe pour rester, est-ce que c'est parce que déjà quand vous allez en Europe, vous vous dites je suis en train d'aller pour acquérir plus d'expérience, pour revenir dans mon pays, pour pouvoir un peu booster? Effectivement, c'est ça l'objectif en fait, et c'est ce qui devait être vraiment l'objectif. C'est-à-dire quand on va, comme on le dit en général, quand on va en Europe, on ne sait pas quand on revient. On sait quand on part. Et là, comme je l'ai dit tantôt, la situation sociopolitique des crises qu'on a connues en Côte d'Ivoire n'a pas favorisé. Donc pour moi, ayant fait mes études en 2005, je voulais rentrer, mais les parents, la situation n'était pas propice, les parents n'encourageaient pas ce retour-là. Voilà. N'encourageaient pas ce retour-là. Et moi, personnellement, j'avais peur parce qu'on ne sait pas comment ça se passe. On avait plus ou moins une vie en Angleterre. C'est vrai que l'Europe n'est pas facile, mais on était beaucoup plus à l'aise là-bas. Et puis, vous savez, revenir sans savoir sur quoi on vient, ce qu'on va faire quand on revient, ce n'est pas évident. Donc, c'est tout un programme qu'il faut mettre en place pour revenir au pays. On apprend souvent qu'en Europe, l'Afrique n'a pas bonne presse, c'est-à-dire il y a une politique de propagande qui torpille l'Afrique pour dire qu'ici, on est un peu paresseux et tout ça. Est-ce que toutes ces politiques de propagande-là n'ont pas joué sur votre état d'esprit? Non, pas effectivement, parce que moi, j'avais déjà fini mon deuxième cycle universitaire quand je suis parti en Europe. Pour anecdote, en fait, moi, j'étais en Angleterre. Et en Angleterre, quand Didier Drogba a signé à Chelsea, et les gens ont commencé à connaître la Côte d'Ivoire, c'était en 2004, je me souviens. Mais un jour, j'étais à la cantine au travail, et puis j'ai regardé dans le Times, il y a un journal anglais, et on parlait du directeur général de Aviva, qui est Ilian Thiam. Et donc, je suis allé présenter ça à mes collègues pour dire, voilà, nous, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas que le football. Vous savez, dans l'histoire du CEO, de l'histoire du footies Angleterre, c'est-à-dire la bourse en Angleterre, le seul noir à être CEO d'une grande compagnie cotée en bourse, c'est un Africain et c'est un Ivoirien. Et donc, voilà, c'est une fierté. C'est une fierté de savoir que, voilà, c'est vrai que l'Afrique a mauvaise presse en Europe, mais c'est une question d'ignorance, en fait, parce que les gens ne connaissent pas vraiment l'Afrique. Ils ne connaissent pas vraiment, c'est un peu pareil pour les Africains qui vont en Europe, ils ne connaissent pas vraiment l'Europe. C'est quand ils arrivent, ils sont désillusionnés en fait, c'est ça, c'est l'ignorance qui fait que les gens donnent une mauvaise presse à l'Afrique parce que l'Afrique a, pour moi qui ai été à cheval sur les deux, je suis mieux placé pour pouvoir apprécier en fait. Voilà. Ok. Rentré depuis peu en Côte d'Ivoire, vous êtes rentré depuis peu dans votre pays d'origine, le système est carrément différent de ce que vous connaissez en Occident. Est-ce que la réadaptation, comment est-ce qu'elle se passe? Oui, c'est pas facile. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile parce que je n'étais pas allé pour étudier, puis je ne suis pas revenu, je suis revenu après des années. Et donc j'ai eu une vie non pas d'étudiant, mais une vie de salarié, de travailleur qui s'est adapté. Et donc j'ai commencé à m'accommoder à la vie européenne et qui change pratiquement la personnalité de l'individu. Le retour n'a pas été facile. Le retour n'a pas été facile parce que j'avais comme l'impression que tout était au ralenti en Afrique en fait. Voilà. Que tout était au ralenti. Quand vous êtes dans la circulation, c'est comme si on était dans le carrefour de Bombay. Le civisme, voilà. pratiquement. Et ça, c'est décourageant. L'administration, tout est lent. Pour avoir un document, ce qui devait être une évidence.
vous vous trouvez en face de certaines administrations où on vous demande de faire des bachistes. Et c'est difficile parce qu'on n'était pas habitué à cela en fait. Voilà. Et ça, ça décourage un peu. Mais ça ne doit pas être un frein au retour en fait. Donc, étant ivoirien, il fallait que je vienne dans mon pays. Est-ce que l'État, je sais pas, quel est l'accompagnement des États africains pour vous qui êtes au niveau de la diaspora pour le retour au fait? Est-ce que l'État donne un accompagnement pour que vous reveniez dans vos pays d'origine? Bon, pour l'État, je n'ai pas de connaissance, mais ce que je sais qu'il y a une direction générale des Ivoiriens et des étrangers qui a été créée, et dont je connais le directeur général, que j'ai connu, qui est un grand frère au lycée mondial de Divo. Donc, il était également en Angleterre, à Londres. Et donc, je me rappelle, je suis venu le voir quand il était directeur de cette diaspora-là, pour pouvoir plus ou moins préparer un retour. Mais ce n'est pas facile parce que c'est des milliers de personnes qui vont insérer dans un circuit économique. Le retour n'est pas facile en fait. Donc voilà. Quand bien même je connaissais le directeur général des Ivoiriens et des étrangers. Combien aussi qu'on dit que vous êtes la crème de la crème, est-ce qu'il ne va pas avoir un système pour faciliter ce retour-là? Le retour, moi je pense que pour un jeune pays comme la Côte d'Ivoire, les autorités devaient penser à cela parce qu'ils sont nombreux, ces Ivoiriens qui ont étudié en Europe, aux États-Unis, dans la diaspora, qui n'ont pas pour objectif premier d'y rester, de revenir, mais l'insertion du retour n'est pas facile en fait. Et l'État n'accompagne pas. L'État n'accompagne pas parce que quand vous venez en tant que chef d'entreprise, les banques qui sont là ne vous croient pas. Voilà, vous créez une entreprise et vous n'avez pas l'accompagnement qu'il faut. Et vous ne pouvez rien commencer comme entreprise, vous n'avez pas le financement. Et donc l'État aurait tendance, devrait plus ou moins parler aux banques, d'accompagner des gens qui viennent avec des programmes ou bien des plans de développement, de construction, de création d'entreprises, pour qu'ils puissent créer de la richesse. C'est surtout ça, parce que quand on ne vient pas de la diaspora, revenir en Côte d'Ivoire et puis être salarié, moi mon cas il est un peu atypique en fait. Voilà. J'ai eu la chance d'être embauché par une multinationale, en l'occurrence PricewaterhouseCoopers, qui est l'une des plus grandes sociétés de consulting dans le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et donc vous pouvez avoir l'intelligence qu'il faut, le diplôme qu'il faut, mais il faudrait que l'État arrive plus ou moins à essayer d'aider les gens, pas forcément l'intérêt en tant que salarié, mais des gens qui viennent avec des programmes, des plans bien définis, demander aux banques de les accompagner pour créer une entreprise, et puis ça va permettre de créer des entreprises en fait. Vous êtes installé en Côte d'Ivoire, est-ce que vous n'avez pas de difficultés avec les nationaux, surtout quand on sait que quand vous revenez de la diaspora, ils pensent que vous êtes là pour occuper les postes dont ils sont méritants? Oui, et ce problème-là, ce qu'on dit, c'est une réalité en fait, mais ça arrive beaucoup plus quand vous êtes à la fonction publique. Vous savez, dans la structure dans laquelle je suis, on vous demande un rendement. On vous demande un rendement et on ne vous paye pas pour être assis le matin pour retourner le soir à la maison. Vous devez être productif. Voilà. Et donc c'est un peu différent. Et dans la jalousie, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui viennent à des programmes qui sont déroutés par d'autres personnes, c'est une réalité. Et des gens qui arrivent à des financements, qui viennent mettre leur propre argent, mais qui trouvent des blocages pour pouvoir s'insérer dans le système. Mais c'est une réalité en fait. Et ce qui fait que ça décourage ce retour de la diaspora. Donc le retour, effectivement, doit se préparer. Le retour, psychologiquement, doit se préparer. Doit se préparer. On doit penser d'abord pas à être fonctionnaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais plutôt à créer des entreprises. Je crois que c'est en ce sens-là que la diaspora est bien acceptée. Je pense que ça devait être le premier rôle de la diaspora. C'est ça, parce que vous allez acquérir une connaissance, une expérience de vie. Vous venez dans un territoire qui est neutre, parce que tout est fait en Afrique. Vous prenez cette technologie-là ou bien cette formation pour venir créer de la richesse, pas pour être salarié. Mais je me dis, comme je le disais tantôt, il faudrait que nos autorités en fait arrivent à aider ces personnes-là, demander aux banques de les accompagner parce qu'il n'y a pas de financement. Et même quand vous avez le financement, les gars vous combattent sur le terrain. Mais souvent, il faut dire aux banques de les accompagner. On sait que quand même la diaspora, c'est un poids économique. Oui, mais un individu, oui, la diaspora est un poids économique pour les gens qui sont restés au pays, parce que, comme on l'a dit, l'aide ou les transferts d'argent qui ont été faits de l'Occident en Afrique, c'est plus important que 60 millions de dollars, plus que l'aide de développement que les pays africains reçoivent. Donc c'est un poids économique pour l'Afrique. Mais cette aide-là, c'est pour des familles, c'est restreint, ça ne va pas au niveau national en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui est, par exemple, en Angleterre, qui travaille, qui prend une partie de son salaire pour aider ses parents en Afrique, c'est pour les besoins quotidiens. On ne peut pas créer une entreprise, mais ça ne bénéficie pas à quelqu'un qui n'est pas de la famille. Mais je me dis d'une façon générale, c'est un poids, mais c'est individuel. Il n'y a pas vraiment d'impact en fait. Voilà ce que je veux dire. Ce que l'État aurait pu faire.
Voilà. Est-ce qu'au niveau de la diaspora, ils ne se mettent pas ensemble pour donc créer cet apport économique-là, où ils peuvent venir aussi créer des multinationales? Oui, on avait pensé dans le temps, mon cousin et moi, qui lui a créé ce qu'on appelle une structure qui est devenue une structure d'agro-business, Respedia. On avait pensé, parce qu'ensemble, vous êtes forts. Et donc, on s'est dit, bon, il est important qu'on mette nos forces ensemble, qu'on ait un poids financier pour pouvoir plus ou moins s'investir dans le domaine immobilier, par exemple. Mais vous savez, l'argent pose toujours des problèmes et c'est pas évident. C'est pas évident. Et donc, voilà. Mais je pense que l'État a un rôle important à jouer dans l'insertion des personnes qui ont pu avoir une formation à l'étranger. Et quand ils viennent, il faudrait qu'on les aide. Pas forcément financièrement, mais qu'on les aide, qu'on ne les combatte pas, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui ont été combattues. Voilà, parce que les gens se disent, tu viens créer ton business, ils te voient déjà en concurrent. Alors que la concurrence, c'est d'être le marché. Ce n'est pas concurrence par rapport à un individu qui a le même secteur d'activité que moi. Et ça décourage. Ils vous créent tous les problèmes, ce qui fait que les gens ils perdent de l'argent alors qu'ils ont pris un prêt, ils sont obligés de retourner, reprendre tout à zéro. Alors vous, Maître Paul Ephraim Nyaliko, qu'apportez-vous concrètement dans vos bagages? Bon, ce que j'apporte, c'est moi, ma personne déjà. Ce que j'ai pu avoir comme connaissance intellectuelle qui m'a permis d'être inséré dans une structure de la place. Actuellement, je suis salarié et donc je paie des impôts sur le salaire. C'est un poids aussi parce que les impôts que j'ai payés sont assez lourds quand même. Mais j'ai pour ambition de créer mon propre cabinet plus tard pour essayer d'aider nos jeunes frères. Et ce qu'on fait, on fait des conférences dans les universités qu'on a eu à faire à l'université publique de la place dont j'ai tiré le nom, pour dire aux jeunes frères que voilà, qui sont dans le domaine juridique, qui font le droit, les possibilités qui s'offrent à eux. Parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas connaissance des cabinets comme les nôtres, malgré le fait qu'on soit numéro 1 mondial dans le conseil. Les jeunes ont pour vocation d'embrasser la fonction d'avocature, être avocat, d'être magistrat, d'être notaire, commissaire de police, alors qu'il y a une panoplie de domaines assez ouverts que l'étude de droit vous offre en fait. Donc on essaie de leur donner cette information-là. Donc nous, on n'a pas bénéficié quand on était sur le terrain. On sait aussi que vous êtes membre de l'ODAPSI, vous étiez tout dernièrement panéliste à la rencontre des cadres de la région. Oui, effectivement, c'est un peu cela. Et donc je tiens à profiter de cette occasion pour dire merci à Paul Bertin Arnaud-Zouri, qui est notaire de profession et qui est lui-même dans la même situation que moi, qui est parti très tôt en France et qui est revenu, donc qui a pu avoir sa charge, donc qui est notaire, et qui a compris un instant qu'il fallait qu'on apporte quelque chose à nos parents. Donc on a créé l'ODAPSI, Observatoire pour le développement, la prospérité et l'amitié de la Côte d'Ivoire, qui est dans la région de l'Aude-d'Ivoire, pour essayer de sortir nos parents de l'ignorance et de la pauvreté. Vous savez, l'ignorance, c'est le premier mal de la pauvreté, donc essayer de les aider, pouvoir, autant que faire se peut, leur apporter notre connaissance, en fait. À cette réunion des cadres de l'ONAPSI, vous avez beaucoup mis l'accent sur la pauvreté. Est-ce que vous pensez qu'en Afrique, la pauvreté est due au pillage des ressources ou elle est due au manque d'éducation? Bon, d'abord l'éducation, et puis savoir que la répartition des richesses n'est pas faite de façon équitable. Vous savez, quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est un des pays phares de l'Afrique de l'Ouest, on représente 40% de l'UEMOA. La Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de richesses, que ce soit du plan de vue de la richesse humaine, agricole, forestière et minière. La Côte d'Ivoire est un pays qui est ouvert sur la mer. La Côte d'Ivoire est un pays phare. La Côte d'Ivoire, c'est un pays riche. J'ai eu la chance plus ou moins de connaître certains pays africains, mais je me dis que la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de richesses. Mais cette répartition des richesses, elle n'est pas faite de façon équitable, en fait. Et c'est ça le problème de l'Afrique. On ne comprend pas pourquoi, pour une population de 25 millions d'habitants, les gens n'arrivent pas, mais l'État ne met pas à disposition les premiers soins. Et quand vous arrivez dans les hôpitaux, quand vous n'avez pas l'argent, alors que le pays, je pense, a les moyens. Le pays, je pense, a les moyens pour pouvoir s'occuper des gens qui méritent les premiers soins. Et dans cette répartition de richesses-là, c'est assez important que les gens arrivent à vivre. C'est le seul pays qu'on a. Il faudrait que l'Ivoirien se sente bien chez lui, qu'il soit bien traité, parce que en Occident, que vous ayez les papiers ou pas, quand vous êtes malade, on s'occupe de vous, on vous soigne. Cela me ramène à cette question-là, on parle beaucoup de l'Occident. Vous qui êtes de la diaspora, quand vous voyez aujourd'hui tous ces immigrés au niveau de la Libye, au niveau de l'Espagne, quels sont les sentiments qui vous animent très précisément? C'est désolant parce que je me rappelle une anecdote, j'étais dans une cantine avec mes collègues et généralement les images de apportez-nous des aides,
des Africains qu'on montre, c'est les Africains, les petites noirs, avec les mouches qui traînent là, le ventre ballonné. Ouais. Et on montre la désolation. Que l'Afrique, c'est... On nous fait croire que voilà, l'Afrique n'a rien alors que nous avons tout. La richesse de ce monde-là, c'est l'Afrique en fait. Est-ce que c'est pas parce que les médias sont contrôlés et qu'ils nous montrent, ils montrent au fait l'image de l'Afrique qu'ils veulent vendre à l'extérieur? Peut-être pour des aides, tout ça. Mais je pense que c'est fait à dessein en fait. C'est fait à dessein. Mais moi, je ne me mettrai pas dans une optique d'essayer de critiquer les autres. Les autres ne faisons pas faire le développement à notre place. Et il faut que les Africains arrivent à comprendre cela. Vous savez, les pays de l'Asie, comme la Chine, le Japon, ont eu, à un moment donné de leur histoire, à faire partie des étudiants qui sont allés apprendre la technologie européenne et qui sont revenus dans leur pays. Et convenez avec moi que la Chine, c'est l'un des piliers qui donne même de l'aide aux États-Unis. La Chine, il y a 20 ans de cela, n'était pas... Je crois que c'est une des premières puissances mondiales en ce moment même. Ok. Et donc, vous comprenez que si la Chine a pu le réaliser, la Côte d'Ivoire peut le faire. C'est une question de volonté politique, en fait. Si le politique est devant, si on a un éclaireur qui donne cette dynamique-là, je pense que la population va suivre. Vous savez, je prends l'exemple du Rwanda. Le Rwanda, en 1994, était à terre. Je connais plus ou moins le pays parce que c'était mon sujet de mémoire. Était à terre après le génocide de 1994, qui n'est pas le premier génocide, parce qu'il y a eu 3 génocides avant celui de 1994 que tout le monde connaît. Et les personnes comme Paul Kagame, c'est les enfants du génocide de 1972 qui sont allés dans les pays anglophones et qui sont revenus après, après la crise qu'on a connue. Et le Rwanda est un modèle. Pourtant, le Rwanda ne vaut même pas 2 fois, au point de vue économique, la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les richesses que le Rwanda a, le Rwanda n'a pas vraiment de richesses. La Côte d'Ivoire, je dirais, est 10 fois plus riche que le Rwanda. Mais pourquoi est-ce qu'on est au niveau de développement, on est derrière ce pays-là? C'est pas normal. Donc je me dis que si on a des personnes, des éclaireurs, la Côte d'Ivoire, je me dis, si on a la paix et la stabilité, parce que comme je l'ai dit, c'est la base de tout développement. La paix et la stabilité, ce qui aussi nous ramène à la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire précisément, comment est-ce que vous voyez cette atmosphère politique-là? C'est difficile de le voir. Là, je le vis, là, parce qu'avant, je le vivais en étant à l'étranger. Autrement, mais je le vis. Et puis, de par ma fonction, j'arrive à travailler avec des multinationales qui veulent investir, qu'on conseille en fait, qui veulent investir en Côte d'Ivoire. Une chose est sûre, c'est que ces multinationales-là viennent injecter de l'argent dans le circuit économique, pour créer quelque chose. Ils ne le feront pas s'il y a plus ou moins une instabilité politique, ou bien la situation incline à des crises, les gens ne viendront pas investir. Ils n'investiront pas leur argent. Alors s'ils n'investissent pas, il n'y aura pas de création d'emplois. Et donc, les autorités ivoiriennes, je pense qu'ils doivent s'attendre. Parce que quoi qu'il en soit, nous sommes tous ivoiriens. Ce pays-là, nous lui devons beaucoup de choses. Et pour nos dévanciers, qui sont là au pouvoir aujourd'hui, nos parents, nos pères, qui sont nos pères en fait, et ils ont bénéficié de beaucoup de choses que nous n'avons pas eues. Moi, je n'ai eu aucune bourse quand j'allais faire mes études en Angleterre. Je l'ai payé de mes propres poches, avec l'aide des parents. Vous savez, vous êtes étudiant ivoirien en Angleterre, vous payez des millions. Ce n'est pas 5-6 millions. C'est pas plus de 10-12 millions l'année scolaire. Et eux, ils ont bénéficié de tout cet avantage que la Côte d'Ivoire a pu leur offrir en fait, à leur temps. Et quand ils sont revenus, ils avaient de l'emploi qui était là pour eux. Mais on rentre dans une situation où les jeunes arrivent, c'est la désolation, c'est difficile de revenir. Donc il faut pouvoir créer tout un système éco là, pour pouvoir insérer ceux qui reviennent, pour pouvoir aussi faire partie ceux qui désirent un peu se former à l'extérieur. Mais je pense que la Côte d'Ivoire a les moyens d'amener les Ivoiriens qui sont bien, on sélectionne la crème au niveau universitaire pour leur permettre d'aller se former. Et quand ils reviennent, on les insère dans le circuit en fait. Je pense que la Côte d'Ivoire a les moyens pour cela. Oui, je crois que j'ai entendu il y a quelques jours un discours où on disait l'état de providence n'existe plus. Aujourd'hui, tout le monde veut partir en Occident parce qu'on voit l'Occident comme l'Eldorado. Est-ce que sur place en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on ne peut pas créer d'autres secteurs d'activité comme l'élevage, l'agriculture, des secteurs pour pouvoir insérer des jeunes aujourd'hui au lieu de les envoyer en Europe pour pouvoir se former? Bon, la formation dont je parle, ce n'est pas de prendre toute la population ce qu'on appelle étudiantine pour aller les amener. Il y a beaucoup de bonnes écoles en Côte d'Ivoire. Moi, je suis un fruit de cette école-là. J'ai eu cette chance d'avoir des professeurs éminents comme Baudier, Denis Sigui, qui nous ont bien formés, pour ne citer que cela. Il y a des bonnes écoles en Côte d'Ivoire. Il y a des beaux enseignants en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on ait confiance en nous-mêmes, parce que tout part de là.
Parce que les gens ont tendance à plus ou moins privilégier ceux qui viennent de l'Occident. Effectivement. Mais quand vous êtes dans une situation avec des grèves à répétition, où les étudiants n'arrivent pas à bien se former, c'est tout à fait normal qu'un chef d'entreprise ait des doutes sur la qualité de la formation que reçoivent ces enfants-là. Et c'est ça le problème. Donc ils préfèrent plus ou moins donner plus de priorité à ceux qui viennent de l'Occident parce que non seulement ils ont la culture, on s'est dit qu'ils ont des bons, mais ils ne sont pas meilleurs par rapport à ceux qui sont sur place. Il faut que les gens le Apparemment, comprennent. sur place, c'est l'impression qu'on a. Effectivement, comme je le dis, quand vous êtes dans la situation de guerre, grève à répétition, la formation n'est pas de qualité en fait, voilà. Et Ok. c'est ça. Maître Paul Ephraim Yaliko, pensez-vous que vous êtes un produit made in Europe for Africa? Je ne sais pas pourquoi vous riez, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, on dit made in Africa, mais est-ce que cette coopération France-Afrique, Occident, Europe, tout ça, est-ce que vous pensez que vous êtes un produit made in Europe for Africa? Ce n'est pas une mauvaise chose. Non, je dirais que d'abord, je suis un pur produit ivoirien qui a pu acquérir, de par mon séjour en Occident, une certaine culture occidentale en fait, de par l'éducation que j'ai reçue, universitaire que j'ai reçue là-bas. Donc je peux dire que je suis plus ou moins à cheval, mais je reste un pur produit de la Côte d'Ivoire. Made in Europe for Africa. Made in Europe for Africa, yeah, we can say that, yeah. Chers téléspectateurs, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes avec Maître Paul Ephraim Yaliko pour parler de la problématique du retour de la diaspora africaine afin de contribuer à l'essor du développement du continent africain. Maître Yaliko, quel est le message que vous avez à l'endroit de la jeunesse ivoirienne en particulier et celle de l'Afrique en général? Je pense d'abord que les Ivoiriens et l'Afrique en général, cette jeunesse-là doit d'abord prendre conscience de ce qu'elle représente pour non seulement le continent, pour leur pays, pour leur propre pays, en fait, la Côte d'Ivoire. Pour les jeunes Ivoiriens, je dirais que voilà, il faut d'abord avoir confiance en soi-même, avoir confiance en ses capacités. Et, parce que tout part de là, quand vous avez confiance en vous-même, vous pouvez réaliser beaucoup de choses et croire en elles. Et c'est désolant de voir nos jeunes frères essayer de sacrifier leur vie en Méditerranée parce qu'ils veulent forcément aller en Europe. Je pense que pour les Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire que je connais mieux, la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de richesses en fait. Et qu'on n'a pas forcément besoin d'aller en Occident pour se réaliser. J'ai des amis avec qui j'ai fait l'université qui sont restés sur place, qui n'ont pas eu à se déplacer, ni aller étudier en Europe, qui sont du directeur. D'autres sont directeurs généraux de grandes structures panafricaines et même des structures au niveau local et qui ont une stabilité de vie et qui n'a rien à envier aux personnes qui viennent de l'Occident. Donc on peut se réaliser en étant en Côte d'Ivoire. On n'a pas forcément besoin de risquer sa vie dans le désert ou bien c'est la Méditerranée pour penser que l'Europe va nous offrir un Eldorado, mais c'est une autre réalité là-bas, l'Europe. Surtout quand on sait qu'ils dépensent près de 2 à 4 millions de francs CFA pour se rendre en Europe. Je crois que cet investissement-là, on pourra le faire directement dans une activité. Mais moi, je me dis, l'agriculture, c'est un des maillons du développement de cette Côte d'Ivoire. C'est un pays qui a été bâti par le biais de l'agriculture. Donc, quand on dit le succès de ce pays-là repose sur l'agriculture. Vous savez, on dit en général que la terre ne trahit jamais. Et la plupart des fonctionnaires, mais les gens qui ont des fonctions, ils ont un côté, ils ont des plantations, l'agriculture est là. On peut s'en sortir dans la vie, on n'a pas forcément besoin d'avoir une chemise cravate ou de travailler dans des grands bureaux. Il y a beaucoup de secteurs qui sont ouverts et donc je pense que le gouvernement ivoirien à la création de l'emploi jeune, il faut essayer de... Parce qu'il y a un défaut de communication en fait. Les gens ne savent pas les possibilités qui sont à eux. Il y a un défaut de communication. S'il y a des fonds qui sont débloqués, des gens qui ont des bons programmes qu'on les suive, il faut un suivi, non seulement leur donner, pas forcément leur donner de l'argent, créer la structure pour qu'ils puissent gérer et puis rembourser pour permettre à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de certains prêts. Je pense que l'État ivoirien peut faire ça parce que c'est désolant de voir nos jeunes frères sacrifier leur vie en Europe. Et puis, ce qui est sûr, quand vous arrivez en Europe, vous ne pouvez pas travailler parce que vous n'avez pas les papiers. C'est une autre réalité, il faut qu'on leur dise la vérité. On n'arrive pas en Angleterre ou bien en France pour travailler le même jour. Vous pouvez plus ou moins être des braves valides, vous avez envie de travailler, mais le système d'immigration, il est clair, vous n'avez pas les papiers, vous ne pouvez pas travailler. Il faut que les gens vous disent la vérité également. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'aller en Occident pour réussir. Moi, j'ai des exemples palpables, des amis qui sont DG des structures panafricaines, aujourd'hui, qui n'ont même pas eu l'occasion d'aller étudier en Europe, qui ont été formés en Côte d'Ivoire, puis produits ivoiriens, qui sont à des postes de responsabilité.
Et donc, on peut tout avoir dans notre pays. Donc, ce que dirait mon mot de fin, c'est que la jeunesse africaine ivoirienne en particulier doit prendre conscience de ce qu'elle représente. Voilà, d'avoir confiance en elle-même parce que c'est eux l'avenir de ce pays-là. Voilà. I just want to say to all Africans living abroad that our continent needs us. You know, I mean, it's quite good to go abroad to study, but don't forget about the development of Africa cannot be done by Africans, not by other people. So whatever expertise you might have, it's always good for that expertise to be benefit to African populations. Econ has already shown us the way by investing in Africa. So, whatever position you might have, I think for all Africans living abroad, it's always good to come back home because Africa needs us. Not Europe, not America. This is a continent, this is a place to be where everything is have to begin from scratch. It needs us more than our continent. So, you guys will be welcome to be in Africa. Merci Maître Nyaleko, le temps qui nous est imparti est largement dépassé. On a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir sur le plateau d'Ivoire TV. Mais merci, je veux dire merci d'abord à Ivoire TV pour ce qu'elle fait, chaîne télévision, ce qu'elle fait pour la diaspora africaine. Et je tiens effectivement à vous remercier également pour votre temps et d'être venu. Je vous remercie. Vous l'avez compris, la connaissance et les avoirs de l'homme ne font pas le bonheur s'il n'en profite pas aux siens. L'Afrique ne peut se développer qu'avec les filles et les fils du continent. Amis téléspectateurs, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre. J'ai été très ravie de vous présenter cette émission. À très bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.